Aujourd'hui, on va décrypter l'interview de Hugo Décrypte avec le docteur Jimmy Mohamed qui parle des relations entre l'alimentation et la santé. Allons-y. Un truc indispensable à la vie, c'est le jeûne. Si vous allongez de quelques heures cette période de jeûne, en sautant par exemple le petit déjeuner, vous allez stimuler ce qu'on appelle l'autophagie. C'est un processus de réparation cellulaire qui est stimulé par le jeûne, qui permet de vivre plus longtemps, de diminuer les maladies cardiovasculaires, le risque de certains cancers. Premier intox, il n'existe pas de preuve chez l'homme que le jeûne intermittent ou les régimes de restriction calorique permettent de réduire le risque de cancer ou de prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça a été également confirmé par le réseau d'expertise NACRE, qui sont composés de chercheurs spécialisés en nutrition et en cancer. On a même l'inverse des résultats préliminaires pas encore publiés qui suggèrent que le régime intermittent serait associé à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Et on a cherché à garder ce réflexe de petit déjeuner, le repas le plus important. Moi, ça fait 4-5 ans que je ne prends plus aucun petit déjeuner. En fait, je m'en porte très bien. Par contre, moi, ne normalisez pas le petit déjeuner. Essayez d'écouter un peu vos sens. Et il y a un moment... Deuxième intox, actuellement, ce n'est pas recommandé par la communauté scientifique de sauter le petit déjeuner. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, concluait que faire un jeûne prolongé sans petit déjeuner était associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Si on s'intéresse aux données scientifiques des essais cliniques, sauter le petit déjeuner induit une perte de poids de 500 grammes, ce qui ne représente pas grand-chose en termes biologiques, et c'était associé également à une augmentation du mauvais cholestérol LDL. D'autres études épidémiologiques ont suggéré que sauter le petit déjeuner pourrait être un marqueur d'un mode de vie malsain, favorisant la prise de poids et l'augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Il y a une véritable addiction au sucre qui existe. Comment est-ce qu'on l'identifie? Comment est-ce qu'on prévient tout ça? Alors, on est programmé pour être addict au sucre. On ne peut pas lutter contre. Non, l'existence de l'addiction au sucre chez l'homme n'est pas prouvée. On a uniquement observé chez les rongeurs certains comportements similaires à des comportements addictifs en cas de restriction alimentaire. Par exemple, le sucre et la cocaïne passent par des mécanismes totalement différents. La cocaïne va bloquer la recapture par les neurones de la dopamine, une hormone du plaisir, alors que le sucre ne va pas du tout avoir ce mécanisme d'action-là. La cocaïne va activer de façon durable le circuit de la récompense, alors que le sucre va activer ce circuit de la récompense de façon temporaire. L'argumentation autour de l'interview repose principalement sur des anecdotes personnelles, voire des petites histoires traditionnelles, mais ça ne repose pas sur des données scientifiques ni sur des consensus scientifiques. On n'a d'ailleurs aucune référence scientifique donnée pour vérifier l'information. Aujourd'hui, je te propose 3 autres debunks de l'interview d'Hugo Décrypte. Alors la choline, c'est pas connu, mais la choline, elle permet de créer dans le cerveau de l'acétylcholine. C'est un messager chimique qui améliore la mémoire. Alors non, manger des œufs ne va pas améliorer ta mémoire. Vu le nombre de personnes qui mangent des œufs, ça se saurait en fait si ça avait un impact sur la mémoire. Et ça s'explique. Quand on est déficient en choline, ça va principalement impacter les fonctions liées au foie et aux muscles, mais ça n'aura pas d'impact sur les fonctions cognitives. D'ailleurs, on a évalué les allégations de santé par rapport à la choline et l'acétylcholine, un dérivé de la choline par rapport au développement du cerveau et la mémoire, et ce n'est pas prouvé qu'ils ont un impact sur le développement du cerveau ou la fonction cognitive de mémoire. Et l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui va transporter une information entre les neurones, mais ça ne va pas améliorer la mémoire. Et apporter de la choline par l'alimentation ne va pas augmenter la production d'acétylcholine entre les neurones. La libération d'acétylcholine est étroitement contrôlée par le cerveau. Et on a montré que la consommation d'édulcorants, elle augmente le risque de maladies et de certains cancers. Alors on va me dire, mais pourquoi on le fait avec ces boissons? On sait qu'elles augmentent le risque de cancer. Mais... Autre intox, il n'est pas prouvé que les édulcorants artificiels causent le cancer. Actuellement, en 2023, le Centre international de recherche contre le cancer a classé uniquement l'aspartame dans le groupe 2B, en peut-être cancérigène pour l'homme. On avait un niveau de preuve limité pour les données humaines, animales et mécanistiques que l'aspartame pourrait induire un cancer. Et pourquoi le niveau de preuve est limité?
Tout simplement parce qu'on n'a que 4 études sur les édulcorants intenses et le risque de cancer. Une première étude qui s'est intéressée aux associations entre l'aspartame et certains cancers, et les 3 autres études humaines se sont intéressées aux boissons artificiellement édulcorées, donc indirectement aux édulcorants. Donc actuellement, on ne peut pas dire que l'aspartame augmente le risque de cancer avec certitude, à l'inverse de l'alcool ou du tabac. De poudre de whey de temps en temps, quand je me rends compte que mes apports en protéines ne sont pas suffisants. Et donc je prends Plusieurs fois dans la vidéo, le docteur suggère qu'on manque de protéines. En population générale, en France, ce n'est pas du tout le cas, comme on peut le voir ici sur les enquêtes nationales alimentaires. On est bien au-dessus de la recommandation à 58 grammes par jour. Et pareil dans les études de cohorte en France. Quand je me suis intéressé au thé matcha, on s'est rendu compte qu'on m'a expliqué que les samouraïs en prenaient à l'époque pour tenir toute la nuit. Pour finir, méfie-toi des on-dit et des anecdotes. L'interview est truffée de petites histoires et les anecdotes personnelles, ce ne sont pas des preuves scientifiques. Comme tu as pu le constater, là, la vidéo elle a un format vertical, tout simplement parce qu'elle provient de 2 de mes vidéos sur Instagram que j'ai combinées ensemble. Ça fait 2-3 ans que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube parce que ça prend énormément de temps en fait à faire. Et en ce moment, je suis beaucoup plus présent sur TikTok et Instagram. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu et si tu aimerais que je transfère mes vidéos de Instagram vers YouTube également.